Salut à tous, bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous allez bien les amis. On va traiter aujourd'hui l'UFC 307, Pereira versus Rountree Junior et récap l'UFC Paris, Moïcano versus Saint-Denis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça aide la chaîne à se développer. Vous pouvez laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir et surtout un pouce en l'air, le plus important si le contenu vous plaît. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok ou Instagram, là où je partage les tickets gagnants des pronostics. Si vous voulez d'autres pronostics, vous tapez sur Google mmaprono.com, vous tombez directement sur le site et les pronos sont très pertinentes. Aussi, MMA francophone pour les pesées, les countdowns en français et les conférences de presse, et Moment MMA pour l'actualité chaque semaine, c'est la meilleure chaîne du genre. Alors on retrouvait 6 combats sur la carte principale de l'UFC Paris. En première catégorie lightweight, on avait Faresiam contre Matt Frevola. Je vous avais conseillé de choisir Frevola. Je pensais que Faresiam serait peut-être encore un peu trop timide pour ce niveau d'adversité. Il m'a fait mentir, je me suis bel et bien trompé. Il a montré un niveau qu'on n'avait pas vu dans ses combats précédents. Et il a bien résisté au premier round aux attaques de l'Américain. Il s'est même fait prendre en guillotine, Ziam. Il a su tenir. Et après, le combat a pris un autre sens. C'est lui qui a dominé l'Américain sur le deuxième round et le troisième avant de trouver le chaos sur un magnifique coup de genou. Donc belle victoire de Faresiam. Et je me suis donc trompé sur le premier pronostic. En deuxième combat, catégorie featherweight, on trouvait Morgan Charrière contre Gabriel Miranda. Je vous avais conseillé de choisir le français Morgan Charrière. Je pensais que même si son adversaire effectivement était très dangereux au sol, que le striking serait à l'avantage du français. C'est ce qui s'est passé, il a trouvé le KO au deuxième round. Donc on en est à 1 sur 2 pour les pronostics. On retrouvait ensuite catégorie welterweight, Kevin Jousset contre Brian Battle. Je vous avais conseillé de choisir l'américain Battle. Je pensais que le français Kevin Jousset, avec seulement 2 combats à l'UFC, ça me paraissait être une marche un peu haute, ou en tout cas un combat un peu trop tôt à ce niveau-là. Brian Battle m'avait vraiment impressionné lors de ses derniers combats. Même sur sa défaite face à Rinat, je trouve que l'américain est vraiment très solide et il a réussi à venir à bout du français par KO technique au deuxième round. Alors Kevin Jousset s'est bien défendu, il a montré quand même de belles choses, mais à un moment donné, le niveau d'agressivité de Battle sur le deuxième round, ça a été trop donc pour notre français malheureusement. Mais bon pour mes pronostics, puisque je vous avais conseillé de choisir l'américain, on en est donc à 2 sur 3 pour les pronos. On retrouve ensuite catégorie featherweight, William Gomis contre Janderson Brito. C'était un combat compliqué à pronostiquer, personne ne voyait Gomis l'emporter. J'avais même fait le tour des grandes chaînes en général et c'était compliqué de trouver du monde derrière Gomis. Je vous avais quand même conseillé de choisir le français, il avait une superbe cote à plus de 3 et je pensais qu'il avait quand même les armes, en tout cas qu'il avait la capacité de déjouer le Brésilien et c'est ce qui s'est passé. William Gomis avec son style reculant mais pas fuyant, qui rentre pas dans la bagarre, dans la guerre comme ça, il a réussi à remporter le premier round parce qu'il a contrôlé le Brésilien assez longtemps au sol. Il a fait de belles frappes également. Le deuxième round il a vraiment perdu, mais le troisième round je trouve qu'il l'a brillamment gagné. C'était pas facile après avoir perdu le deuxième. Le Brésilien n'est pas revenu sur ce qu'il avait fait dans le deuxième, le sol, à savoir chercher le sol. Il est resté en striking pour la plupart du round et Gomis a su marquer des points avec ses coups de pied. Il a été plus précis, donc belle victoire du français William Gomis par split decision, c'était très compliqué. Mais je suis content d'avoir pris le risque de le choisir, au final j'ai rentré une superbe cote. On en est donc à 3 sur 4 pour les pronostics. On retrouve ensuite en co-main event catégorie middleweight Nassourdine Imavov contre Brandon Allen. Ça avait pas l'air simple sur le papier non plus parce qu'Allen était sur 7 victoires d'affilée, il a un sol assez dangereux. Sur le premier round, il a réussi quand même à pourrir le combat, faut dire la vérité, il faisait pas grand chose, il a emmené Nassour au sol très rapidement, mais très peu de dégâts, pas de frappe, pas de changement de position, il n'y a pas eu grand chose à manger. Donc Nassourdine, il a pris les choses en main sur le deuxième round, de superbes défenses de takedown, il y en a eu 3 il me semble dans le deuxième round, de belles frappes, il a dominé aussi sur les échanges, même si Allen était quand même présent dans le combat. Il perd donc le combat par décision unanime et on en est donc à 4 sur 5 pour les pronostics. Ne restait plus que le main event, catégorie lightweight. On retrouvait le Brésilien Renato Moïcano contre notre Français Benoît Saint-Denis. Malheureusement, Benoît Saint-Denis, mauvaise stratégie d'entrée du combat. Il est rentré avec ses kicks, ses middle comme d'habitude, et il s'est fait saisir la jambe, il s'est fait attraper le dos, ça a été très rapide. Renato Moïcano a fermé en triangle dans le dos, et sur le risque d'étranglement, on sait qu'il est très fort là-dessus. Benoît, il n'a pas eu le choix que de donner son visage. Et la fermeture en triangle en position montée, c'était monstrueux. Benoît n'a jamais trouvé la solution pour s'en sortir. Il a pris des frappes dévastatrices qui lui ont donné des séquelles. À la fin du premier round, enfin plutôt à l'entame du deuxième, on se disait que peut-être Benoît pourrait revenir, mais quand le deuxième round s'est arrêté et qu'on voyait qu'il était lent, qu'il n'y avait plus rien, il n'avait plus d'énergie et l'état de son visage, le médecin a bien fait d'arrêter le combat parce que le renvoyer à un troisième round, c'était vraiment n'importe quoi, je pense.
Ça aurait été beaucoup trop dangereux pour lui. Il a que 28 ans, il revient d'un énorme KO. Il fallait pas qu'il retourne faire un 3e round, même s'il voyait encore de l'œil gauche, c'était pas suffisant. Beaucoup de critiques sur les réseaux pour ces nouveaux hommes, ces hommes de coin, ses coachs. Parce qu'apparemment sur l'inter-round, entre le premier et le deuxième, les conseils, ça a été énormément critiqué. À voir la suite pour Benoît, c'est vrai que je suis un peu inquiet, je sais pas contre qui vont l'opposer maintenant. Le top 10, top 15, ça a l'air compliqué pour lui. À voir si on lui oppose peut-être un Jalin Turner, qui est quand même monstrueux en striking. Peut-être Bobby Green, je trouve que ce serait une bonne moyen de relancer notre français, mais ça faisait beaucoup de peine de le voir dans cet état-là. En tout cas, pour le récap des pronostics, on termine à 4 sur 6. Juste donc, je me suis trompé sur Matt Frevola et sur Benoît Saint-Denis. Pour le reste, c'était du tout bon. J'ai balancé les tickets sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, il y a eu de superbes cotes à 7 et à 5. De beaux tickets, les amis. L'UFC 307 se tiendra le 5 octobre prochain, dans la nuit du samedi au dimanche, et on retrouve 5 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat, catégorie middleweight, Roman Dolidze contre Kevin Holland. Roman Dolidze, il est géorgien, il a 36 ans, 13 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur les 13 victoires, on a 7 finishes par KO technique, 3 soumissions et 3 décisions. Pour ces 3 défaites, il a perdu 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision contre Anthony Smith. Il me semble que c'était en light heavyweight du coup. Avant ça, il avait perdu en middleweight contre Nassourdine Imavov, c'était au mois de février 2024, par décision sur un combat en 5 rounds. Avant ça, il avait perdu par décision unanime, c'était au mois de mars 2023 contre Marvin Vettori. Il était sur une belle série de victoires, de 4 victoires avant ses 2 défaites. Il avait battu Jack Hermansson par KO technique en décembre 2022. Phil Howes par KO, c'était en octobre 2022. Il avait battu également Kyle Dokos par KO aussi en juin 2022. Et il avait une victoire par décision en juin 2021. Donc beau parcours quand même sur les derniers combats. Bon, les 2 défaites par décision contre Vettori et Imavov. Sinon, il a renoué avec la victoire donc contre Anthony Smith. Il est donc opposé à Kevin Holland. Kevin Holland, il est américain, il a 31 ans. 26 victoires pour 11 défaites. Sur les 26 victoires, on a 14 finishes par KO technique, 8 soumissions et 4 décisions. Pour ces 11 défaites, il a perdu une fois par KO technique, 3 fois par soumission et 7 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission contre Michal Olek. C'était au mois de juin 2024. Il a gagné le combat par soumission en 1 minute 30 au premier round. Avant ça, il était sur 2 défaites. 2 défaites où il a perdu contre Michael Page. C'était au mois de mars 2024 et contre Jack Della Maddalena par split decision au mois de septembre 2023. Alors c'était en welterweight parce qu'il passe beaucoup entre les welter et les middle, Kevin Holland. Si on remonte plus en arrière, il avait soumis Michael Chiesa au mois de juillet l'année dernière par soumission au premier round. Il avait battu Santiago Ponzinibbio par KO au mois d'avril l'année dernière également. Et si on remonte plus en arrière, en 2022, il avait subi 2 défaites. Une par KO technique contre Stephen Thompson, où c'était un peu dû à une erreur de l'américain, entre guillemets, et une autre par soumission contre Khamzat Chimaev. Avant ça, il avait quand même battu Tim Maine, Alex Oliveira, il avait un no contest contre Kyle Dokos, il avait perdu contre Marvin Vettori et Derek Bronson en middleweight par décision les 2 combats, il avait battu Ronaldo Souza. Il y a quand même Joaquim Buckley aussi en 2020, si on remonte plus en arrière, et aussi le très solide Anthony Hernandez, c'était au mois de mai 2020. Il a un énorme parcours, même Brandon Allen en 2019 également, il avait perdu contre Brandon Allen, il s'était fait soumettre. Il faut remonter jusqu'à 2019 pour voir ça. Il a un parcours énorme à l'UFC, Kevin Holland, et énormément d'expérience. On va aller regarder les cotes. On retrouve favori Kevin Holland avec une cote à 1,58 et une cote à 2,23 pour Roman Dolidze. C'est normal que je trouve que Kevin Holland soit favori, il a énormément d'expérience, il a presque 40 combats à son actif, alors que son adversaire il en a moins d'une vingtaine. Après il y a quand même beaucoup d'expérience déjà à l'UFC maintenant pour Roman Dolidze. Je pense que Roman Dolidze, lui, on sait qu'il est très fort au sol, très fort en grappling, mais il n'empêche qu'il n'a que 3 victoires par soumission. C'est pas non plus là où il réussit vraiment à finir les combats. Il a plus de victoires par finish par KO technique. Il a beaucoup de punch dans les points. On sait que c'est un assez bon boxeur, assez agressif, mais on a vu que contre Imavov, le striking avait quand même été compliqué. Kevin Holland, lui, en striking, je pense pas qu'il soit surpris spécialement par Dolidze. Il a affronté Jack Della Maddalena excusez-moi, en welterweight, où il avait perdu par split decision, alors qu'on sait que Maddalena, c'est quand même un gros cogneur pour un welter. Il a beaucoup de punch, il a une très bonne boxe, il a de très bons déplacements, il combat très intelligemment. Et Kevin Holland, il avait fait vraiment une belle prestation. Roman Dolidze, je pense que le striking, ça va être compliqué pour lui face à l'américain. Il a déjà 36 ans, dans une catégorie middleweight où forcément là je le rattrape au bout d'un moment. Il sera sûrement moins rapide, je pense, que Kevin Holland.
S'il réussit à emmener le combat au sol, puisqu'il est très fort en grappling, Kevin Holland, c'est aussi un ceinture noire de JJB. Contre Chimaev, même s'il s'était fait soumettre au premier round, il s'en était pas trop mal sorti sur les changements de position. Il avait quand même essayé de se défendre, même si ça avait été vraiment très compliqué. Je pense que l'avantage au sol sera quand même en grappling pour Dolidze. S'il arrive à avoir le dessus, Kevin Holland pourrait quand même passer du temps sur le dos sans réussir forcément à se relever. Mais le striking sera quand même à l'avantage de l'Américain. Ça me paraît quand même assez difficile de voir une victoire de Roman Dolidze dans ce combat. Je pense partir quand même sur l'Américain. Je pense qu'il a plus d'armes en striking. Je le vois bien être capable de dominer le combat sur la plupart des échanges. Si ça part au sol, je suis pas certain qu'il passe les 3 rounds sur le dos. Donc je verrai quand même un avantage pour l'Américain. Donc je vous conseille de choisir Kevin Holland, les amis. Je pense que ça reste quand même le choix le moins risqué. On retrouve ensuite catégorie Bantamweight, Kathleen Vieira contre Kayla Harrison. Alors Vieira, elle est brésilienne, elle a 33 ans, 14 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur les 14 victoires, 2 finishes par KO technique, 4 soumissions et 8 décisions. Pour ces 3 défaites, elle a perdu une fois par KO technique et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire pas décision contre Pani Kenzan. C'était au mois de juillet l'année dernière. Ça fait plus d'1 an qu'elle n'a pas combattu, la brésilienne. Avant ça, elle avait perdu par split decision contre Raquel Pennington. Et elle avait enchaîné 2 belles victoires si on remonte plus en arrière contre 2 anciennes championnes. Elle avait battu par split decision également Holly Holm au mois de mai 2022 et Miesha Tate au mois de novembre 2021. Alors sur ces dernières sorties, ça fait 2 combats en 2023 et 1 en 2022. En 2021, elle avait combattu 2 fois également. Elle avait perdu par décision aussi contre Yana Santos avant de battre Miesha Tate et Holly Holm. Donc même en 2019, elle avait perdu par KO contre Irene Aldana. Un parcours en dents de scie quand même pour la brésilienne, c'est pas terrible effectivement et surtout très peu active sur ces dernières années. Elle est donc opposée à l'américaine Kayla Harrison qui a 34 ans, 17 victoires pour une seule défaite. Sur ces 17 victoires, elle a 6 finishes par KO technique, 7 soumissions et 4 décisions. Sa seule défaite, elle a été par décision. Son dernier combat, c'est son premier combat à l'UFC où elle a battu Holly Holm par soumission au 2e round. Avant ça, elle était au PFL. Au PFL, son dernier combat, c'était une victoire en novembre 2023 par décision unanime. Et sa défaite, c'était en novembre 2022. Et elle avait perdu par décision unanime également. Si on remonte plus en arrière, jusqu'en même 2021, elle était déjà au PFL. Donc elle a fait la plupart de ses combats au PFL. Elle combattait aussi à l'Invicta en 2020. Donc une seule défaite pour l'instant par décision. L'américaine, ça reste quand même un monstre, effectivement, physiquement. On va aller regarder les cotes en premier. On retrouve une énorme cote à 5,60 pour la brésilienne Kathleen Vieira contre une toute petite cote à 1,11 pour l'américaine Kayla Harrison. Ça me paraît vraiment effectivement, comme le voient les pronostiqueurs, extrêmement compliqué pour la brésilienne. Comme je vous le disais juste avant, son parcours en dents de scie, c'est pas très rassurant. L'année dernière, elle a eu donc une défaite par split decision contre Raquel Pennington. Je pense que ça va aller dans un seul sens. Je vois Kayla Harrison la dominer. Alors, pas assez facilement non plus parce que la brésilienne elle a quand même de l'expérience au haut niveau dans cette catégorie, mais je pense que ça va être difficile pour elle. Je pense que elle aura pas l'avantage sur les phases de grappling. Je pense qu'elle va se faire dominer assez facilement dès le début du combat. Je la vois pas réussir à garder le combat debout et tenter de faire du striking. Holly Holm, elle avait tenté, ça n'a pas fonctionné, elle s'est retrouvée très rapidement par terre. Je pense que la brésilienne malheureusement va subir le même sort. Et je vois une victoire de l'américaine peut-être au premier ou au 2e round par soumission. Mais je pense pas que ça aille à son terme. Donc je vous conseille de choisir Kayla Harrison les amis. Je pense que ça reste quand même le choix le moins risqué. Alors la cote est beaucoup trop basse pour tenter un pari simple dessus. Mais vous pourrez la mettre dans un combiné éventuellement. Ça fera grimper la cote totale. On retrouve ensuite en 3e combat, catégorie Bantamweight, José Aldo contre Mario Bautista. José Aldo, il est brésilien, c'est l'ancien champion featherweight de l'UFC. Il a 38 ans, c'est un vétéran aujourd'hui. 32 victoires pour 8 défaites en carrière. Sur les 32 victoires, 17 finishes par KO technique, une seule soumission et 14 décisions. Pour ces 8 défaites, il a perdu 4 fois par KO technique, 1 fois par soumission et 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire contre Jonathan Martinez. Il partait pas favori, c'était au mois de mai 2024 de cette année. Et il avait défié les stats, José Aldo, en sortant une superbe prestation où il a dominé Martinez sur l'ensemble du combat, sur les 3 rounds. On savait que Martinez, il avait d'énormes low kicks, qu'il était plus jeune, qu'il mettait un gros rythme dans ses combats. Et José Aldo, c'est lui qui avait vraiment maintenu le rythme dans ce combat-là. Et c'était vraiment une très belle victoire de sa part. Si on remonte au mois d'août 2022, il avait perdu par décision unanime contre Merab Valishvili. Ça avait été
Un combat difficile pour José Aldo, même s'il avait montré de belles choses. On sait que Merab aujourd'hui, c'est le nouveau champion. Si on remonte plus en arrière, il avait battu Rob Font par décision unanime, c'était en décembre 2021. Il avait battu Pedro Munoz au mois d'août 2021 par décision également. Et il avait battu Marlon Vera, également par décision au mois de décembre 2020. Avant ça, en juillet 2020, il avait perdu contre Petr Yan par KO technique. Contre Marlon Moraes au mois de décembre 2019 par split decision. Et contre Alexandre Volkanovski, c'était au mois de mai 2019. Si on remonte plus en arrière, il avait battu par KO technique Renato Carneiro, qui vient de battre Benoît Saint-Denis samedi soir. Avant ça, il avait battu Jérémy Stephen par KO technique au premier round, au mois de juillet 2018. Et si on remonte plus en arrière, c'est ses défaites où il avait perdu son titre contre Max Holloway, sa victoire contre Frankie Edgar où il avait récupéré son titre. Plus en arrière, après on arrive sur le combat contre McGregor, on est à quasiment 10 ans en arrière, en 2015. Donc je vais arrêter de remonter là, parce que sinon on retourne sur la carrière entière de José Aldo, c'est pas nécessaire. Il est donc opposé à Mario Bautista. Mario Bautista, il est américain, il a 31 ans, 14 victoires pour seulement 2 défaites. Sur les 14 victoires, on a 3 finishes par KO technique, 6 soumissions et 5 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par KO et une fois par soumission. Il est sur une belle série de victoires, parce que sa dernière défaite par KO technique, faut remonter donc, c'est d'ailleurs par KO, j'ai dit KO à l'instant, c'était KO technique, excusez-moi. Faut remonter en 2021 contre Trevin Jones, où il avait perdu, c'était au deuxième round à l'UFC 259, donc par KO technique. Depuis, il a enchaîné 6 victoires en battant pour son dernier combat Ricky Simon, c'était au mois de janvier 2024 par décision unanime. Avant ça, il avait battu Damon Blackshear, c'était par décision aussi au mois d'août l'année dernière. Les 2 autres victoires, il avait remporté les 2 combats par soumission au premier round. C'était un peu contre des no-name par contre, et si on remonte un peu plus en arrière également, 2 victoires, non, une par soumission et une par décision en 2022. Mais pareil, les noms, même moi qui suis le MMA depuis 20 ans, je les connais pas spécialement. Donc gros parcours quand même à l'UFC, il a beaucoup d'expérience, il est là depuis 2019 déjà. Il avait son premier combat d'ailleurs, c'était en 2019 contre Corey Sandhagen à l'UFC, et ça n'avait pas été simple, il avait été opposé vraiment à un combattant très très fort. Il avait perdu par soumission au premier round. Donc il a quand même beaucoup d'expérience, Mario Bautista. On va aller regarder les cotes. Alors on trouve favori Mario Bautista avec une cote à 1,66 et une cote à 2,10 pour José Aldo. C'est quand même assez serré, les cotes vont sûrement se resserrer encore plus d'ici à ce que l'UFC approche. Alors José Aldo part pas favori, il faut savoir qu'il partait pas favori non plus dans son dernier combat. Pour ce qui est des avantages de Mario Bautista, il a quand même un bon sol, il est capable de soumettre, il a beaucoup de victoires par soumission. Il en a 6 et à l'UFC il me semble qu'il a 4 victoires donc par soumission déjà à l'UFC. Le striking il est plutôt solide. Il est plutôt solide, mais par contre je pense que ce sera quand même à l'avantage de José Aldo. José Aldo il a quand même montré malgré ses 38 ans de belles choses dans son dernier combat, comme je le disais tout à l'heure contre Jonathan Martinez. Je pense que s'il revient dans le même état de forme que lors de son dernier combat, il pourrait causer des problèmes je pense à l'américain. Mario Bautista, s'il veut essayer d'emmener le Brésilien au sol, ça va quand même être compliqué. On l'a vu contre Merab, la défense des takedowns de José Aldo, elle est exceptionnelle, même encore aujourd'hui. Il est très très compliqué à emmener au sol, et même si vous arrivez à l'emmener, il est très compliqué, c'est très compliqué de le garder au sol. Alors aller soumettre José Aldo, je pense pas que Bautista il en soit capable. Et le dominant striking, je ne pense pas non plus. Je pense que José Aldo, c'est lui qui aura les meilleures armes debout. Il s'est montré vraiment très appliqué dans son dernier combat, José Aldo. J'espère qu'il va reproduire la même chose. Si c'est ça, je pense qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher. Donc je vous conseille de choisir José Aldo, les amis. Je pense que ça reste quand même un combat assez risqué, restez prudent, mais je pense qu'il peut le faire. Je le vois bien remporter ce combat par décision, c'est un 3 rounds. Il pourrait nous reproduire ce qu'il a fait lors de sa dernière sortie. Donc je vois une possibilité de victoire pour l'ancien champion. Donc je vous conseille de choisir José Aldo, les amis, mais restez prudent, ça reste quand même assez risqué. On retrouve ensuite en co-main event catégorie Bantamweight, Raquel Pennington contre Juliana Pena pour la ceinture de championne. Raquel Pennington, c'est elle la championne donc en titre. Elle est américaine, elle a 36 ans, 16 victoires pour 8 défaites. Sur les 16 victoires, on a un finish par KO technique, 4 soumissions et 11 décisions. Pour ces 8 défaites, elle a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et 6 fois par décision. Sa dernière défaite, faut remonter à 2020, il y a plus de 4 ans. Elle avait perdu par décision unanime contre Holly Holm. Elle est sur une série du coup de 6 victoires, avec son dernier combat contre Maria Bueno Silva au mois de janvier 2024, où elle est devenue championne. Et elle a dominé la brésilienne sur les 5 rounds, c'était assez impressionnant. Alors la brésilienne, elle avait quand même semblé hors de forme, Maria Bueno Silva, et le peu de tentatives qu'elle avait réussi pour emmener l'américaine au sol, toutes les tentatives de soumission s'étaient passées à la trappe.
Avant ça, donc, elle avait battu Kathleen Vieira par split decision au mois de janvier l'année dernière. Et elle avait aussi également battu Messi Chiasson, c'était au mois de décembre 2021 par soumission. S'il y avait un autre finish, faut remonter quand même. Allons, hein, beaucoup de décisions quand même, hein, pour la championne. Faut remonter contre Jessica Andrade en 2015, il y a presque 10 ans à l'UFC 191. Donc ça date quand même, hein, pour un finish. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de victoires par décision. Elle est donc opposée, la championne, à Juliana Pena, qui est américaine également. Elle a 35 ans, 11 victoires pour 5 défaites. Sur les 11 victoires, 3 finishes par KO technique, 5 soumissions et 3 décisions. Pour ces 5 défaites, elle a perdu une fois par KO technique, 2 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite donc contre Amanda Nunes, l'ancienne championne, où Juliana Pena avait perdu le combat revanche. Elle avait réussi à battre Amanda Nunes par soumission. Elle avait choqué le monde en décembre 2021. Ça remonte déjà à presque 2 ans. Et presque 3 ans même, pardon. Et elle n'avait pas réussi donc sur la première défense de titre à reproduire l'exploit. Faut dire qu'Amanda Nunes n'avait semblé quand même ne pas être la même lors du premier combat. Avant ça, elle avait battu donc Sarah McMahon, c'était par soumission au mois de janvier 2021. Elle avait perdu, si on remonte plus en arrière, au mois d'octobre 2020 contre Germaine de Randami, c'était par soumission. Et si on remonte plus en arrière encore, en 2019, elle avait une victoire par décision unanime. C'était en janvier 2017, faut remonter. Elle avait perdu par soumission contre Valentina Shevchenko. Elle avait quand même de belles victoires contre Kate Zingano en 2016, à l'UFC 200 déjà, ça date. Et contre Jessica Hayes, c'était à l'UFC 192 en 2015. Donc elle est là depuis longtemps, hein, Juliana Pena, beaucoup d'expérience. Effectivement, comme Raquel Pennington, c'est des baroudeuses de la cage, elles sont à l'UFC depuis quasiment 10 ans. On va aller regarder les cotes. Alors on retrouve favorite la championne Raquel Pennington avec une cote à 1,56 et une cote à 2,28 pour Juliana Pena. Alors ça me paraît quand même compliqué pour Pena sur ce combat-là. Je pense qu'elle pourrait peut-être essayer éventuellement d'emmener le combat au sol. Mais on a vu que Pennington, elle avait extrêmement bien défendu contre Maria Bueno Silva, alors que la brésilienne a quand même de très bonnes amenées au sol. Elle a un bon grappling et très bon contrôle. Juliana Pena, je suis pas certain qu'elle soit meilleure que la brésilienne à ce niveau-là, et je la vois pas réussir à garder Pennington au sol et à faire énormément de dégâts ou à même la soumettre. Je pense qu'elle aura pas le choix que le combat se passe debout. Il y aura beaucoup de striking imposé par Pennington. Et je pense que Juliana Pena, elle va prendre quand même pas mal de coups. Je la vois pas réussir à éviter le striking avec Pennington en fait, et ça me paraît compliqué pour elle de trouver une solution de victoire. Elle va, je pense, beaucoup insister sur les takedowns, beaucoup insister sur essayer de coller Pennington à la cage, essayer de lutter, de l'emmener au sol, de faire du grappling, mais je pense que Pennington défend trop bien pour Pena. Je suis pas certain vraiment que Pena réussisse à ne serait-ce que même dominer un round sur ce combat-là. Alors peut-être un sur les 5 si ça va à la décision, parce qu'il y a de grandes chances que ça aille à la décision. Mais je pense que Raquel Pennington devrait dominer ce combat-là de bout à bout. Alors on pourrait avoir des surprises bien sûr, hein, dans le MMA féminin il y en a aussi, hein, et on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais bon, je pense pas que ça arrive sur ce combat-là. Si Pennington elle vient en pleine forme comme elle était contre son dernier combat contre Maria Bueno Silva, je pense que comme j'ai dit juste avant, elle devrait dominer l'ensemble du combat. Donc je vous conseille de choisir Raquel Pennington les amis, mais de rester prudent également. Sur les combats féminins de championnat, il peut y avoir une surprise. Et on retrouve en main event de cette UFC 307 catégorie light heavyweight le champion Alex Pereira qui défend sa ceinture contre Khalil Rountree. Alors Alex Pereira, il est brésilien, il a 37 ans, il a 11 victoires pour seulement 2 défaites. Sur les 11 victoires, on a 9 finishes par KO technique, 2 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par KO et une fois par soumission. Il est sur une série de victoires, sa dernière défaite remonte quand même contre Israel Adesanya, d'ailleurs c'est le seul qu'il a battu à l'UFC. Il est donc sur une série de 4 victoires, il a battu Jiri Prochazka par KO technique au mois de juin 2024 où ça a été un combat qui allait dans un seul sens cette fois-ci. Jiri s'était beaucoup moins exprimé que lors du premier combat. Avant ça, il avait battu Jamal Hill, c'était au mois d'avril 2024 par KO au premier round après ce coup dans la coquille où il a stoppé Herb Dean en lui disant qu'il n'y avait pas de problème et il a assommé Jamal Hill avec sa gauche, c'était phénoménal. Avant ça, il était devenu champion en battant Jiri Prochazka la première fois, c'était au mois de novembre l'année dernière, par KO technique. Il y en a pas mal de gens qui pensaient que le combat était arrêté un petit peu trop tôt, même si Jiri lui-même avait dit que non. On a vu sur le combat revanche qu'au final, c'était bien Alex le meilleur entre les deux. Avant ça, on remonte en juillet 2023, il avait battu par split decision Jan Blachowicz dans un combat où ça avait été compliqué effectivement parce que Jan Blachowicz avait quand même réussi à emmener Alex Pereira au sol, à le coller contre la cage plusieurs fois dans le combat. Ça avait été quand même une split decision assez compliquée.
Si on remonte donc plus en arrière, au mois d'avril 2023, son fameux KO où il perd sa ceinture middleweight contre Israel Adesanya. Avant ça, il avait donc battu le même Israel Adesanya par KO technique au mois de novembre 2022. Si on remonte plus en arrière, juillet 2022, il y a à peine 2 ans, il battait déjà Sean Strickland par KO au premier round. Et avant ça, c'était ses 2 premiers combats à l'UFC contre Bruno Silva. C'était en mai 2022 où il a remporté le combat par décision. Ça avait quand même été compliqué face à l'agressivité en striking de Bruno Silva. Et si on remonte plus en arrière, son tout premier combat à l'UFC au mois de novembre 2021 où il avait battu, c'était le grec Andreas Michailidis, c'était par KO technique avec un coup de genou sauté. Donc parcours quasiment parfait à l'UFC pour le Brésilien pour l'instant, à part sa seule défaite où il a perdu sa ceinture middleweight contre Israel Adesanya. Il est donc opposé à Khalil Rountree, qui est américain, qui a 34 ans, 13 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur les 13 victoires, 9 finishes par KO technique, 4 décisions. Pour ces 5 défaites, il a perdu 2 fois par KO technique, 1 fois par soumission et 2 fois par décision. Il est sur une vraiment très belle série de victoires. On a 1, 2, 3, 4, 5 victoires d'affilée pour l'américain. Son dernier combat, c'est une victoire donc par KO technique, c'était contre Anthony Smith au 3e round. C'était au mois de décembre l'année dernière. Avant ça, il avait battu Chris Daukaus par KO technique également au mois d'août 2023 au premier round. Il avait battu en 2022, au mois d'octobre 2022, Dustin Jacoby par split decision et Carl Robertson, c'était par KO technique, c'était au mois de mars 2022. Si on remonte plus en arrière, il avait eu des défaites contre Marcin Prachnios et Jon Kutelaba, une par décision, et contre Jon Kutelaba, il avait perdu par KO technique. Quand on sait que Jon Kutelaba, c'est vraiment pas le plus technique des combattants, c'était quand même en septembre 2019 après, ça fait 5 ans, et il a, je pense, nettement progressé depuis cette défaite, Khalil Rountree, ce qui est assez logique. Si on remonte plus en arrière, en novembre 2018, ça c'est un combat, je voulais parler, effectivement, il avait perdu contre Johnny Walker, et il s'était pris un KO avec un coup de coude debout. Johnny Walker l'avait attrapé en Muay Thai, en clinch Muay Thai d'un bras, et de l'autre, il avait envoyé une manchette qui avait couché l'américain, c'était assez impressionnant. Et si on remonte plus en arrière, en 2017 même, il était déjà à l'UFC, il avait battu Paul Craig par KO. Et si on remonte plus en arrière, 2 défaites, une contre Tyson Pedro, c'était pour son premier combat en 2016 par soumission. Donc il a un énorme parcours à l'UFC, Khalil Rountree Jr., beaucoup d'expérience, il a affronté des combattants d'expérience quand même. Sûrement peut-être pas autant qu'Alex Pereira pour le haut niveau, mais il a quand même affronté de très bons combattants. On va aller regarder les cotes. Alors on retrouve favori le champion Alex Pereira avec une toute petite cote à 1,17 et une énorme cote à 4,50 pour Rountree. Ça me surprend pas plus que ça, c'est assez logique qu'il y ait une telle différence entre les cotes. On sait que Khalil Rountree Jr. il a 0 takedown à l'UFC. Alors c'est pas du tout son truc, lui il est là pour arracher des têtes, il est là pour striker. Alors forcément beaucoup se disent que ça va être un combat facile pour Pereira avec le niveau qu'a Alex Pereira en striking, mais attention, Khalil Rountree Jr. il est sur une série de victoires, il a confiance, faut pas oublier qu'il aura sûrement pas grand chose à perdre sur ce combat, tout le monde s'attend à ce qu'il perde. Et je pense que Alex Pereira devra quand même faire attention sur le premier round. Khalil Rountree il a quand même, il est assez rapide, mine de rien, il est pourtant très musclé, assez galbé, mais il est quand même très rapide, il est capable de rentrer en striking avec 1 ou 2 coups assez rapidement, et il a énormément de punch lui aussi. Je pense qu'Alex Pereira, il le sait, il va pas faire n'importe quoi dans ce combat, il n'est pas venu ici pour essayer d'amuser la galerie, bien sûr, et faire du striking pour plaire aux fans. Il va, je pense, prendre ce combat très au sérieux, il va absolument pas, je pense, prendre à la légère son adversaire. Alors sur le papier, c'est sûr que vu que forcément Alex Pereira, en tant que double champion du Glory, on se dit qu'il aura forcément l'avantage en striking. Ce que je pense il l'aura, c'est assez logique avec ses low kicks très très bas qui sont compliqués à bloquer et sa gauche foudroyante. Je pense que ça va quand même être dangereux pour Rountree. Les deux, je pense, vont se respecter sur le premier round. Rountree, il vient aussi pour être tenté de devenir champion, il va pas faire n'importe quoi. Je pense que le premier round, il y aura sûrement pas mal d'observations et ça devrait se débloquer dans les rounds suivants, le deuxième, le troisième peut-être. Alors Alex Pereira, il a déjà affronté des gros punchers parce que Khalil Rountree, je pense que techniquement c'est tout ce qu'il aura face à Pereira. Son punch, je le vois pas réussir à dominer Alex Pereira du coup avec en striking. Effectivement, il aura pas le niveau nécessaire et je pense que ça va être difficile pour lui. Plus les rounds vont passer, peut-être au deuxième, au troisième, je pense que Pereira va commencer à prendre la mesure. Et je vois pas ce combat aller à la décision. Ça me paraît impossible qu'il y ait un 5 rounds décision pour Pereira ou pour Rountree. Ça, je vois un finish dans ce combat, j'en suis quasiment sûr. Et je pense qu'Alex Pereira devrait trouver la clé pour la victoire. On a vu ce qu'il a fait à Jiri Prochazka, on a vu ce qu'il a fait à Jamal Hill, qui est aussi un bon striker.
On l'avait eu face à Israël Adesanya. Le seul à avoir réussi à trouver la clé, c'était Israël. Dans ce combat revanche, Alex Pereira était quand même très agressif quand il avait coincé Israël contre la cage, qu'il était en train de l'allumer avec ses poings, ses genoux. À mi-distance, justement, il s'était découvert. Et Israël Adesanya avait vraiment fait un contre magnifique. Alors aujourd'hui, la seule défaite qu'on a du coup de Pereira, c'est celle-ci, puisque sa seule défaite par soumission, c'était son premier combat et c'était en 2015, ça compte pas vraiment. Sachant que ce combat-là, du coup, va se passer debout. Les chances de Rountree Junior d'aller chercher arracher cette ceinture, vraiment, ce serait presque limite un lucky punch en fait. Il faudrait vraiment qu'il réussisse à coincer Pereira contre la cage et le toucher, mais j'ai du mal à y croire. Je pense pas qu'il va s'ouvrir tant que ça. Il aura peur des contres aussi, Rountree. Donc, je pense pas qu'il sera lâché à 100% dans ce combat comme il l'était dans ses dernières sorties. Ses adversaires en striking, ils étaient beaucoup moins dangereux que Alex Pereira, ce qui est normal, hein. C'était Anthony Smith, Chris Daukaus, Dustin Jacoby. C'était pas des adversaires vraiment dangereux pour lui en striking. Il avait l'avantage, Rountree, et il était vraiment assez libéré dans le combat. Il se lâchait, il était plutôt très à l'aise, je trouvais. Là, contre Pereira, je pense que ça va être différent. Donc ça me paraît quand même compliqué de voir une victoire pour l'Américain. Donc je vous conseille les amis de choisir Alex Pereira, même si sa cote est très basse, ça servira pas à grand chose dans un pari simple, mais comme Kayla Harrison tout à l'heure, pour un combiné pour faire grimper la cote totale. Donc je vous conseille de choisir Alex Pereira les amis, je pense que ça reste le choix le moins risqué. Voilà les amis, on en a terminé avec l'UFC 307, j'espère que ces pronostics vont être bons et comme d'habitude qu'il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale. On se retrouvera la semaine prochaine pour analyser l'UFC Fight Night 244, Royval versus Taira. On aura la carte principale Brad Tavares contre Park Jun-young ou Grant Dawson contre Rafa Garcia. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs les amis, c'est dangereux et risqué, jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.